Un 747 bondé s'est volatilisé au-dessus de l'Atlantique. Je n'ai plus Air India. Des débris jonchent la surface de l'océan. Mais les pièces essentielles reposent par 2000 mètres de fond, un défi de taille pour les enquêteurs. On n'avait aucun indice. C'était ahurissant. Afin de reconstituer la carlingue, une équipe internationale sonde les fonds marins. Ces découvertes vont ébranler le monde entier. « 23 juin 1985, tôt le matin. Un 747 survole l'Atlantique à 9500 mètres d'altitude. Ce gros porteur a été surnommé Kanishka, en souvenir d'un empereur indien. Air India en a fait un véritable palais céleste. L'hospitalité indienne, c'est l'une des fiertés de notre culture. On en fait l'expérience en volant sur Air India. À l'intérieur, les couleurs sont riches et chaudes. C'est la porte d'entrée de l'Inde. Parti du Canada, l'avion va faire escale à Londres, avant de repartir pour Delhi. Il vole depuis 4h30. Le commandant de bord, Hans Narendra, est un vétéran de la compagnie Air India. Il a pour copilote le capitaine Stawinder Binder. Alors que l'avion s'approche des terres, ce dernier s'entretient avec le chef de cabine. Allô? Dincho, faites-moi une petite faveur. À l'arrière de l'avion, siège 54, il y a un garçon qui voudrait voir le cockpit. Je vous l'envoie? Dans 15-20 minutes. À bord de l'appareil se trouvent 329 passagers et membres d'équipage. Bon nombre d'entre eux se rendent en Inde pour voir leur famille ou des amis. C'est le cas de Vishnupada et de ses deux filles. Sa femme, Lata, est déjà sur place. On s'était dit que c'était l'année idéale pour prendre des vacances prolongées en Inde, tous en famille. À 8h06, le copilote contacte la tour de contrôle de Shannon, en Irlande. Shanwick, Air India 182, bonjour. Shannon Tour, j'écoute. Ce jour-là, le service est assuré par Thomas Lane et Michael Quinn. Air India 182, 50 degrés nord, 15 degrés ouest, niveau de vol 310. FIR estimé 0735. Air India 182, autorisé à faire route sur Londres, ou FL 310. Faisons route sur Londres, ou FL 310. Tu veux aller à l'avant? Oui. D'accord. On y va. À la tour de Shannon, la matinée est calme. Les aiguilleurs n'ont que 3 avions à gérer. C'est alors qu'un problème se pose. Les signaux se confondent tous. Sur le radar, les étiquettes avaient fusionné, ce qui fait qu'il était absolument impossible de lire les indicatifs et les niveaux de vol des 3 appareils. Le 747 d'Air India vole à 31 000 pieds.
4000 pieds plus haut se trouve un avion TWA. À 37 000 pieds, enfin, circule un appareil de la Canadian Pacific Airlines. Tous trois se dirigent vers l'est. Les avions étant à la verticale, les signaux ont fusionné sur l'écran bidimensionnel du contrôleur. Tom a séparé les étiquettes à l'aide de son pointeur à boule. Deux des avions réapparaissent sur l'écran de contrôle, mais le vol Air India a disparu. Je n'ai plus Air India. 1 minute. Air India 182, me recevez-vous? Air India 182, ici Shannon, répondez. Il est 8h14 du matin. J'ai eu un pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché le téléphone. Michael Quinn de Shannon. On a un avion manquant. En temps normal, les opérations de recherche et de sauvetage ne sont lancées qu'au bout de 20 minutes de silence radio. Le vol Air India a disparu depuis moins de 60 secondes. Plusieurs navires situés dans le secteur se mettent aussitôt à la recherche de l'avion. Sa dernière position radar le plaçait à 290 km au sud-ouest de Cork. 2 heures après sa disparition, un cargo canadien confirme les pires soupçons. Les premiers débris sont localisés. On repère des radeaux de sauvetage non gonflés flottant dans les eaux froides de l'Atlantique. Puis, on découvre des corps. Aucune des personnes à bord n'a survécu. En Inde, Lata Pada attend son mari et ses 2 filles lorsque son frère lui apprend la nouvelle. Il m'a fait asseoir et il m'a annoncé qu'il était arrivé quelque chose d'horrible. J'étais anéantie. J'essayais de digérer l'information et en même temps je me disais, si vraiment le pire est arrivé, comment vais-je continuer à vivre sans eux? Des douzaines de corps sont acheminés à Cork, suivis de bien d'autres. Les enquêteurs ont à présent la lourde tâche de déterminer les circonstances du crash du vol 182. La ville de Cork compte 130 000 habitants. Située sur la côte méridionale de l'Irlande, elle constitue de longue date un port maritime vital. Le 23 juin 1985, une funeste cargaison parvient sur les docks de la ville. Quelques heures à peine après le crash du vol Air India, corps et débris arrivent par bateau. Le docteur Quiming Doyle est pathologiste à l'hôpital régional de Cork. Les premiers corps sont arrivés à 16h45 ce dimanche après-midi. Et à minuit, on en avait 130. Doyle et son équipe vont examiner les corps à la recherche d'indices susceptibles de mettre les enquêteurs sur la voie. C'est un travail de titan pour toutes les personnes mobilisées. Le personnel de l'hôpital, la police, la marine, l'armée et nous-mêmes, les pathologistes. Mais on s'est retroussé les manches. L'équipe doit effectuer un tel nombre d'autopsies que Doyle décide d'opérer dans le gymnase de l'établissement. Pour chaque corps, il y avait 3 policiers, un photographe, un expert en balistique et un odontologiste médico-légal qui examine les dents et le visage à des fins d'identification.
En seulement 4 jours, l'équipe effectue 132 autopsies. Toutes les parties de corps étaient soumises à un examen externe détaillé et on notait absolument tout. On recherchait naturellement les causes des décès. Doyle fait une découverte surprenante. La quasi-totalité des victimes a péri dans les airs. Seules 2 victimes présentaient des signes de noyade, ce qui signifie que les autres ne respiraient plus quand l'avion a touché l'eau. Autre point commun à de nombreuses victimes, leurs vêtements ont été arrachés. C'était important. Le fait qu'ils aient peu ou pas de vêtements signifiait qu'ils étaient tombés de 9500 mètres de haut, altitude à laquelle l'accident s'est produit. Certains corps présentent également des fractures articulaires complexes, notamment de la hanche et de l'épaule. L'affaire est confiée à l'enquêteur Kola. Les autopsies l'amènent à conclure que les passagers ne se trouvaient pas dans l'avion au moment de l'impact. Ces lésions sont caractéristiques d'une chute libre. C'est le type de traumatisme observé chez une personne éjectée d'un avion à haute altitude. L'examen des dépouilles révèle que l'avion s'est désagrégé en vol. Les passagers ont été projetés dans les airs bien avant que l'appareil ne s'écrase. Après examen des blessures, on pouvait seulement affirmer que l'avion s'était disloqué à 9500 mètres. On ne pouvait pas donner les causes de l'accident. Le plus dur dans cette enquête, c'est qu'on ne disposait d'aucune preuve physique en termes de débris, de passagers, de membres d'équipage ou de témoins oculaires. On n'avait aucun indice. Pour les enquêteurs, la priorité est de localiser les boîtes noires. Ces 2 appareils enregistrent les conversations du poste de pilotage et autres informations techniques relatives au vol. Dotés d'une antenne radio, ils émettent des signaux sur une fréquence réservée. Mais la tâche n'en demeure pas moins ardue. Les boîtes noires reposent par 2000 mètres de fond et cesseront d'émettre au bout d'1 mois. Salim Jiwa, journaliste, suit les progrès de l'enquête. Il était urgent de localiser les boîtes noires et 3 pays ont participé aux recherches. L'Angleterre, l'Irlande et l'Inde. Pourtant, malgré les moyens mobilisés, les premières recherches restent vaines. 42 kHz? C'est trop haut. Ça ne peut pas être ça. Les enquêteurs captent des signaux radio, mais la fréquence ne correspond pas. Tandis que les recherches se poursuivent, Kola et son équipe étudient le carnet d'entretien de l'avion. Ils cherchent à déterminer si une défaillance restée inaperçue a pu provoquer une dislocation de l'appareil en vol. Ils découvrent une information potentiellement importante. Le Kanishka volait avec 5 réacteurs. Normalement équipé de 4 réacteurs, le 747 a en effet la capacité d'en emporter davantage. Les équipes au sol peuvent ainsi fixer un moteur défectueux sur un support situé sous l'une des ailes. Et c'est précisément dans cette configuration que volait l'appareil d'Air India. Un moteur supplémentaire provenant d'un précédent vol était monté sous l'aile de l'avion.
Ce réacteur supplémentaire provoque une traînée importante du côté gauche de l'appareil. Si les pilotes ne compensent pas correctement, l'avion vire dans cette direction. Selon cette hypothèse, ce 5e réacteur avait pu entraîner la dislocation de l'appareil. Les enquêteurs découvrent qu'avant le décollage, l'ingénieur de vol a signalé des problèmes concernant le système de fixation du réacteur. Il y a un petit problème avec le 5e réacteur. Ils vont s'en occuper. Très bien. Il s'avère que certaines pièces internes du réacteur supplémentaire ont été démontées et placées dans la soute du 747. Elles sont si massives que la porte du compartiment a été partiellement démontée pour faciliter l'opération. D'autres pièces de moteur ont été placées à l'arrière de l'appareil. C'est une pratique courante sur des avions comme le 747. Toutefois, un réassemblage incorrect de la porte de soute a fort bien pu entraîner une dépressurisation explosive. En 1974, l'une des portes de soute d'un avion de la Turkish Airlines s'est arrachée peu après son décollage de Paris. Soumis à une décompression soudaine, l'appareil s'est écrasé quelques instants plus tard, tuant l'ensemble des personnes à bord. Kola doit examiner deux théories. Le crash a pu être provoqué par des problèmes de porte ou par le 5e réacteur lui-même. Dans les deux cas de figure, les boîtes noires devraient comporter des preuves. Leur récupération est devenue essentielle. Près de 2 semaines après le début des recherches, de précieuses informations sont transmises aux enquêteurs. La fréquence sera plus élevée. Alors ces 42 kHz, c'est peut-être ça? Dites au bateau de regarder à nouveau. Sa détérioration peut entraîner une modification de la fréquence d'émission. L'étrange fréquence détectée par les navires émane donc peut-être bien des fameux enregistreurs. Tous deux sont enfin localisés. Mais ils se trouvent à une telle profondeur qu'il est difficile de les repêcher. L'avion reposait par 2000 mètres de fond. Il y avait de quoi s'avouer vaincu. Malgré l'emploi d'un submersible et la connaissance de la position exacte des boîtes noires, il ne faudra pas moins de 4 tentatives pour les rapporter à la surface. FIR estimé 0735. Shannon Tour, bien reçu. Kola possède désormais 2 pièces essentielles du puzzle, du moins l'espère-t-il. En cas de problème technique, l'équipage va forcément en parler. Toutefois, l'examen des enregistrements ne révèle rien d'inhabituel. Après le dernier contact avec le centre de Shannon, l'appareil enregistre une conversation au sujet de scellements douaniers, papier administratif à compléter avant l'atterrissage. Ils veulent une trentaine de scellements douaniers. Des scellements? Oui, pour sceller les barres avant l'arrivée. Les barres... La conversation est brusquement interrompue. Ensuite, c'est le silence radio. L'enregistreur phonique indiquait qu'il n'y avait rien d'anormal dans le poste de pilotage. Pas d'urgence. Les conversations étaient normales. L'enregistreur des paramètres vient corroborer les faits. Kola épluche les données relatives à la vitesse et à l'altitude de l'appareil, ainsi qu'une série d'informations sur le vol. Le 5e réacteur induisait bien un léger dérapage, mais la gouverne de direction de l'avion était inclinée de 11 degrés à droite, correction qui permettait de compenser exactement la traînée supplémentaire engendrée. On a découvert que tous les paramètres de l'avion, altitude, cap, comportement en tangage et en roulis, autopilote, tout cela était normal lors du dernier contact.
L'examen des 2 boîtes noires n'a pas permis de prouver que l'avion était en difficulté avant sa subite disparition des écrans radars. Mais l'absence même de preuves est significative. Les 2 enregistreurs sont alimentés par les moteurs de l'avion. Tous 2 ont cessé de fonctionner à exactement 8h14 minutes et 1 seconde. Cette défaillance simultanée des boîtes noires indique qu'un grave problème a endommagé les systèmes électroniques de l'appareil avant même que l'équipage ne puisse réagir. Pour sceller les barres avant l'arrivée, les barres... Les enquêteurs ont désormais la certitude qu'il n'existe que 2 explications possibles. Une dépressurisation dévastatrice ou une bombe. Ils étudient les débris retrouvés flottant à la surface de l'océan. Mais ces derniers ne représentent qu'un faible pourcentage de l'ensemble, et aucun d'eux n'est exploitable. Ils ne fournissent aucun indice quant aux causes de l'accident. Il n'y avait pas eu d'incendie et l'avion fonctionnait bien. Tout était normal, aucune urgence, aucun signal d'avertissement. On avait éliminé toutes les possibilités sans trouver de réponse. Il fallait donc repartir de la source. Il fallait accéder à l'épave qui reposait au fond de la mer. Mais sur quelle partie de l'avion faut-il se concentrer? Grâce à leur émetteur radio, les boîtes noires étaient relativement faciles à localiser. Les débris, eux, gisent dans les profondeurs et s'étalent sur un périmètre de 16 km de long par 6 km de large. Comment identifier l'indice qui va permettre d'élucider le mystère? Roy Truman est expert en sauvetage sous-marin. Sa mission, remonter du fond de l'océan les débris épars de l'avion de ligne, une tâche qu'il n'avait encore jamais effectuée. Sur des centaines de milliers de pièces, Truman doit localiser celles qui vont permettre d'identifier les causes de l'accident. Jusqu'alors, on avait fait appel à nous uniquement pour repêcher de petits avions. Là, il s'agissait d'un 747, un avion énorme, et on n'avait aucune idée de la taille des pièces à récupérer. Les enquêteurs savent qu'ils ne peuvent ramener l'épave entière à la surface. Elle repose à une telle profondeur qu'il faut des heures pour récupérer la moindre pièce. Grâce au submersible, l'équipe réalise des photos et vidéos sous-marines et peut ainsi opérer un premier tri des éléments à repêcher. Ça formait un couloir étroit, et à chaque extrémité, il n'y avait que des débris légers. Tous les morceaux lourds, les moteurs, la structure de l'avion se trouvaient au centre du champ de débris. Les enquêteurs espèrent découvrir la cause de l'accident au milieu de cet enchevêtrement de bouts de métal. Mais l'automne approche, et bientôt le retour du mauvais temps va les contraindre à abandonner les recherches. L'explication du drame demeure enfouie quelque part au fond de l'océan. Kola et ses collègues travaillent sans relâche, analysant en détail des centaines de clichés. Tandis que les fouilles se poursuivent en Irlande, au Canada, l'hypothèse de l'accident rencontre un scepticisme croissant. En consultant la liste des passagers du vol 182, la police et les enquêteurs découvrent un fait étrange. Une bonne partie de ces voyageurs sont partis de Vancouver. Ils ont emprunté un vol intérieur pour rejoindre l'aéroport de Toronto. Or, l'une des personnes ayant acheté un billet Vancouver-Toronto n'est pas montée à bord. On n'a jamais identifié ce passager, mais le nom figurant sur le billet était M. Singh. Pas de nom complet, juste une simple initiale. On pense que ce nom était fictif et que la personne n'a jamais eu l'intention de voyager. Pourtant, l'homme s'est bel et bien présenté à l'enregistrement.
Bonjour, vous allez à Toronto? Je voudrais faire suivre mes bagages à Delhi. Impossible. Votre réservation n'est confirmée que pour Toronto. Pourtant, je me suis enregistré. Voici mon billet. Jenny Adams est guichetière à la compagnie Canadian Pacific Airlines. Je regrette. Vous êtes en stand-by pour Delhi. Alors, je vais devoir récupérer mes bagages. Je ne peux pas les faire suivre si vous n'êtes pas enregistré. Mais je me suis enregistré. Je vais aller chercher mon frère. Il vous le dira. Une trentaine de personnes attendent de pouvoir enregistrer leurs bagages. L'hôtesse n'a pas le temps d'attendre le frère du passager. Bon, d'accord. Je vais faire le nécessaire. Mais vous devrez vous enregistrer quand vous serez à Toronto. Vous êtes à la place 10B. Singh n'a pas de billet pour l'Inde, mais sa valise est directement acheminée vers l'avion d'Air India. Elle est chargée à bord sans que personne ne remarque que Singh n'est pas monté dans l'avion à destination de Toronto. Elle a enfreint les règles. Elle n'aurait pas dû autoriser l'acheminement des bagages vers Delhi. Mais M. Singh l'a intimidée devant tout le monde. Tant et si bien qu'elle a cédé, ce qui est pour elle aujourd'hui un véritable déchirement. Lors de son chargement à Vancouver, la valise marron ne soulève aucune inquiétude. À son arrivée à Toronto, elle est soumise à une série d'inspections plus strictes, comme il est d'usage sur les vols internationaux. Voilà ce que ça va donner. John D'Souza est responsable de la sécurité chez Air India. Le jour du vol, il présente un détecteur d'explosifs portable au manutentionnaire de Toronto. Les produits chimiques contenus dans l'allumette font biper l'appareil, comme le feraient ceux utilisés dans certains explosifs. OK. L'appareil est aussitôt mis en service car le détecteur à rayons X servant habituellement au contrôle des bagages est en panne. À l'époque, la technologie, en particulier celle des rayons X, n'en était qu'à ses balbutiements. Elle n'était pas vraiment fiable. Et dans le cas du vol Air India, elle a fort mal rempli sa fonction, ce qui est tragique. Lorsque les agents de sécurité promènent le détecteur d'explosifs sur les bagages, tout semble normal. Arrive la valise marron. L'appareil sonne, mais le son produit est très différent de celui que les employés ont entendu lors de la démonstration. Chargé à bord de l'avion, le bagage part en direction de Londres. Tandis que le vol 182 survole l'Atlantique, emportant la valise de M. Singh, une explosion retentit dans l'aéroport Narita de Tokyo. 2 manutentionnaires sont tués, 4 personnes blessées. Une bombe a été placée dans une autre valise, également en provenance de Vancouver. Ce bagage était censé voyager sur un autre vol Air India. La valise était en route pour la soute quand elle a explosé au sol. Elle a sans doute reçu un léger coup et elle a explosé au moment où 2 manutentionnaires japonais la déposaient sur un tapis roulant. Comme dans le cas du vol 182, ce bagage transitant par Tokyo a été enregistré par un passager qui n'est pas monté à bord. L'aéroport de Vancouver n'était pas équipé de détecteurs à rayons X. Rien ne pouvait empêcher cette valise d'être expédiée à Tokyo. Entre l'attentat de Tokyo et le vol Air India existe un lien troublant. Les billets des hommes ayant effectué l'enregistrement des 2 bagages ont été achetés le même jour par un seul et même client. Le crash du vol 182 s'inscrit soudain dans un contexte bien plus large.
Du fait de l'apparente connexion entre les deux événements, les découvertes de la police de Tokyo intéressent les enquêteurs d'Irlande au plus haut point. Peu après l'attentat, les experts légistes parviennent sur les lieux. Ils découvrent de multiples éléments de preuve. À Narita, la bombe avait explosé dans un espace confiné, contrairement au vol 182, où les débris étaient éparpillés en mer sur plus de 15 km et donc difficilement récupérables. On a eu l'avantage, si on peut dire, que la déflagration se soit produite dans un espace clos. Des pièces métalliques et des circuits imprimés sont incrustés dans les murs. En outre, les fragments du conteneur qui abritait la bombe portent des traces d'explosifs. Étonnamment, les experts légistes japonais ont été capables de recueillir de minuscules fragments et toutes les analyses ont finalement permis à la police japonaise d'identifier l'appareil dans lequel se trouvait la bombe. Les experts découvrent des numéros de série sur les fragments du conteneur. Indice montrant que la bombe était dissimulée dans un tunnel radio de marque Sanyo. Les 2000 tunnels fabriqués par la société avaient été acheminés dans un entrepôt situé près de Vancouver, en Colombie-Britannique, avant d'être expédiés à divers revendeurs dans la région. L'un d'eux transportait la bombe qui a explosé à Narita. La police est confrontée à la lourde tâche de retrouver la trace des 2000 appareils. Les radios ont pu être vendues à n'importe qui. Et la plupart des magasins approvisionnés ont été liquidés depuis des années. Toutefois, la chance sourit aux policiers. Un magasin de Duncan, petite ville de l'île de Vancouver, a vendu son dernier appareil il y a seulement quelques semaines. Ils ont réussi à identifier l'acheteur du tuner qui contenait la bombe. La police se procure un tuner similaire à celui qui a servi à loger la bombe. Elle effectue des tests afin de déterminer la taille de l'engin ayant pu provoquer les dommages observés à l'aéroport de Tokyo. Ils ont mené une série d'expériences avec la dynamite pour déterminer l'étendue des dommages provoqués par des doses croissantes d'explosifs. Après chaque explosion, l'équipe compare la taille des fragments de tuner obtenus à ceux recueillis à Narita. Elle découvre que la bombe de Tokyo ne contenait probablement que 4 bâtons de dynamite. Ces derniers auraient-ils suffi à faire chuter un avion de ligne? Ayant évalué la puissance de la bombe de Narita, la police place un engin explosif similaire dans une soute remplie de bagages. Les dégâts sont considérables. La dépressurisation provoquée par l'éclatement d'un engin explosif dans la soute à bagages d'un avion entraînerait des conséquences catastrophiques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dynamite. 4 bâtons suffisent. L'exiguïté de la soute amplifie la puissance de la bombe. Des expériences menées à l'université de Penn State montrent que les ondes de choc engendrées par la déflagration ne se propagent pas dans une seule direction. Elles se réfléchissent sur les parois de la soute, ce qui a pour effet d'amplifier considérablement la force initiale de l'explosion. Si une bombe a éclaté dans la soute de l'appareil d'Air India, les dégâts ont sans nul doute été considérables. L'épave du Boeing en porte très certainement la trace. Les enquêteurs penchent désormais pour la thèse de l'attentat. Mais pour l'heure, ils ne disposent d'aucune preuve. Les enquêteurs ne cherchaient donc plus seulement une pièce défectueuse,
ayant pu provoquer l'accident. Mais désormais, il cherchait également des traces d'explosion, comme des brûlures ou des taches de solvant, ou d'éventuels éclats d'obus dans les sièges. Cela supposait un examen bien plus minutieux de chaque élément de carcasse. On analysait chaque photo. Y voyait-on des traces d'explosion, des traces d'impact? Pressé par le temps, Kola opère un tri des pièces à ramener à la surface. Le mauvais temps l'oblige à abandonner le reste de l'épave. Il espère que les éléments repêchés suffiront à prouver la présence d'une bombe à bord. Chaque pièce récupérée est méticuleusement repositionnée à son emplacement d'origine. L'une des sections les plus prometteuses est le plancher de la soute avant. Quand on a récupéré cet élément, on a constaté qu'il présentait des trous d'une nature très particulière, caractéristique d'une perforation rapide vers l'extérieur, les bords étant recourbés en dehors. Il pouvait donc s'agir de l'endroit où l'explosion s'était produite. L'équipe dénombre pas moins de 20 trous. Le métal est tordu vers l'extérieur, comme les pétales d'une fleur, signe révélateur d'une explosion survenue à l'intérieur de la soute. Sur les parois du compartiment, on découvre d'autres indices. Une nouvelle série de trous semblables à ceux observés sur le plancher, là encore formés depuis l'intérieur de la soute. Un examen plus poussé révèle également qu'une force dirigée vers le haut a entraîné la rupture des couples reliant le plafond au fuselage. Les enquêteurs sont à présent convaincus qu'une bombe a explosé dans la soute avant. Le fait que la déflagration se soit produite à l'avant de l'appareil expliquerait pourquoi les deux boîtes noires aient si rapidement cessé d'enregistrer. Sur les 747, le compartiment électronique est situé sous le poste de pilotage. La plupart des systèmes électriques de l'avion y transitent. La soute à bagages se trouve immédiatement derrière. En explosant, la bombe aurait endommagé tous les ordinateurs et provoqué un silence complet. Or, c'est précisément ce qui s'est passé. Les enquêteurs sont persuadés que l'avion d'Air India a été détruit par une bombe. Il ne s'agit pas d'un accident. Le crash du vol 182 est dû à un acte criminel. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un complot visant simultanément deux avions ait pu être fomenté à Vancouver. Une enquête exhaustive permet à l'équipe de reconstituer le déroulement probable des faits survenus à bord de l'appareil d'Air India. À Toronto, la valise de Singh est acheminée vers l'avion à destination de Delhi. Elle est placée dans un conteneur à bagages, lui-même déposé à l'avant de l'appareil, tout près du compartiment électronique. Tandis que l'avion survole l'Atlantique, l'équipage est loin de se douter qu'une bombe le mène droit vers la mort. Ils veulent une trentaine de scellements douaniers. Des scellements? Oui, pour sceller les barres avant l'arrivée. Les barres? Le souffle de l'explosion soulève violemment le plancher de l'appareil. Le fin fuselage se désintègre. L'air est expulsé de la cabine. Les passagers sont arrachés de leur siège. L'avion est condamné.
La dispersion des débris sur plus de 15 km montre à quel point la dépressurisation a été rapide et violente. L'avion ne pouvait plus voler. Il n'avait plus aucun moyen de poursuivre le vol. Alors que l'avion plonge vers la mer, les forces exercées sur le fuselage achèvent de le désagréger. La queue s'est arrachée, les ailes ont commencé à se rompre. Dans ces cas-là, on ne peut plus maintenir l'avion en vol. Il part en vrille et il s'ensuit une désintégration massive. Après des mois de travail acharné, les enquêteurs voient enfin leurs efforts récompensés. Ils ont prouvé qu'une bombe est à l'origine du crash. La police doit à présent retrouver les coupables. Le bilan des victimes que l'explosion en vol de la seconde bombe serait venue alourdir montre à quel point il est urgent de renforcer la sûreté à bord des avions de ligne. C'est une des pires tragédies de l'histoire de l'aviation indienne. Et elle aurait pu être évitée si les procédures avaient été en place. La chasse aux tueurs est lancée. Parallèlement, des forces considérables sont déployées afin d'améliorer la sûreté et tester des appareils capables de résister à la puissance d'une bombe. Mai 1997, plus de 10 ans après l'attentat. Un 747 hors service va bientôt participer à une expérience hors du commun. 2 bombes ont été placées dans la soute avant, 2 autres dans la soute arrière. Le test de Bruntinsorp avait pour but de prouver qu'au terme de 5 années de recherche, on était capable de protéger un avion en utilisant des conteneurs à bagages renforcés ou des revêtements spéciaux dans la soute. L'avion est pressurisé afin de simuler les conditions rencontrées à l'altitude de croisière. Dans ce type d'expérience, la pressurisation est essentielle. L'énergie supplémentaire résultant de la pressurisation à l'intérieur de l'avion accentue les dommages. Prenons l'exemple d'un ballon. Si on prend une aiguille, qu'on perce un ballon non gonflé, on va obtenir un simple trou. Maintenant, si on gonfle le ballon et qu'on plante l'aiguille, il va éclater d'un seul coup. Le détonateur est activé. Les effets sont dévastateurs. Le souffle de l'explosion et la pression interne ont littéralement désintégré l'avion. On ne peut pas mieux recréer les effets d'une explosion en vol. La puissance d'une bombe explosant en vol est bien connue. Toutefois, les tests réalisés à Bruntinsorp montrent que des mesures relativement simples peuvent considérablement minimiser les dégâts résultant d'une explosion. Les bombes de la soute arrière ont été placées dans des conteneurs à bagages ordinaires. Mais celles de la soute avant sont particulières. La première a été logée dans un conteneur spécialisé, renforcé avec un matériau similaire à celui qui équipe les gilets pare-balles. La seconde a été placée dans un conteneur normal, mais les parois de la soute ont été tapissées d'un revêtement absorbant. Lorsque les engins explosent, l'avant de l'appareil demeure quasiment intact. Avec le revêtement et les conteneurs à bagages renforcés, les parois de l'appareil n'ont pas été endommagées. En revanche, à l'arrière de l'avion, les dégâts ont été catastrophiques. Le conteneur à bagages standard n'a pas atténué la puissance de l'explosion. En revanche, le revêtement protecteur de la soute avant et le conteneur à bagages renforcé ont tous deux permis d'absorber l'énergie de l'impact. De telles mesures auraient-elles permis de sauver le vol 182? Sûrement. Rendrait-elles l'industrie plus fiable? Absolument. Malgré les résultats spectaculaires obtenus lors des tests, les compagnies aériennes internationales n'ont pas adopté les conteneurs à bagages renforcés. Car s'ils sont efficaces, ils sont également fort coûteux. Les conteneurs renforcés ne sont pas utilisés car leur coût est prohibitif. Ils coûtent des dizaines de milliers de dollars et sont très fragiles. Il s'agit de matériaux composites et si vous rentrez dedans avec un chariot élévateur, vous pouvez les mettre à la poubelle.
Dans la plupart des aéroports internationaux, des améliorations notables ont toutefois été apportées au système d'inspection des bagages. Aujourd'hui, on emploie des détecteurs multifaisceaux à rayons X bien plus sophistiqués. Mais je me suis enregistré. Je vais aller chercher mon frère. Il vous le dira. Bon, d'accord. Je vais faire le nécessaire. Mais vous devrez vous enregistrer quand vous serez à Toronto. Par ailleurs, la réglementation sur le suivi des bagages en correspondance est aujourd'hui plus stricte. Dans le cas d'Air India, il s'agissait essentiellement d'un problème de rapprochement bagages-passagers. Ce contrôle est essentiel pour détecter un engin explosif ou un terroriste. Aucun avion ne doit partir avec des bagages dont les propriétaires ne sont pas à bord de l'avion. Point à la ligne. Vous êtes à la place 10B. Je crois que l'une des choses les plus dures à accepter pour les familles, c'est que cette tragédie aurait pu être évitée de bien des façons. Le fait qu'un bagage non accompagné ait pu être acheminé vers une autre destination est absolument impardonnable. Au cours des années suivant le crash du vol 182, la qualité de la formation reçue par les agents de sûreté aéroportuaire fait également l'objet d'une évaluation. Ce point reste un motif d'inquiétude pour les experts en sûreté. Le personnel de sécurité est insuffisamment formé. Et ce problème est lié au fait qu'on ne peut pas verser des salaires décents à des policiers professionnels pour assurer la sécurité des passagers. Dans l'affaire Air India, l'enquête remonte jusqu'aux extrémistes sikhs vivant au Canada. Ces derniers luttent pour la création d'un État sikh indépendant en Inde. L'homme, coupable d'avoir assemblé la bombe, est écroué. Le chef présumé du complot est tué quelques années plus tard lors de son arrestation en Inde. Ces deux personnes entretenaient des liens étroits avec la communauté sikh de la côte ouest du Canada. Un fait qui inquiète toujours la Tapada. C'était un acte terroriste délibéré. Et ça choque d'autant plus qu'il a été perpétré par des Canadiens, sur le sol canadien, contre des Canadiens. Plus de 20 ans après la destruction du vol Air India, le souvenir du drame reste vivace. Et bien des interrogations demeurent. On n'a toujours pas identifié les deux personnes qui ont enregistré les bagages. On connaît ceux qui ont fabriqué la bombe, mais on ne sait pas grand-chose de leurs complices. On ne sait pas qui est allé chercher les billets. Les enquêteurs se sont heurtés à un mur de silence. L'enquête va être ouverte sur le champ. En 2006, le gouvernement canadien a ouvert une enquête sur l'attentat du vol 182, afin de réévaluer les circonstances et les causes du drame. Le lourd bilan des victimes continue de susciter la colère et l'incrédulité. Quelles que soient les conclusions de l'enquête, la réalité demeure hélas inchangée. 329 personnes ont péri en un instant. Des monuments aux victimes du crash ont été érigés en Irlande et au Canada. En souvenir de ce jour funeste où une bombe a détruit un tel nombre de vies. C'est le côté tragique de l'existence. Les jours ordinaires se succèdent, puis un jour, un événement complètement, totalement inattendu vient bouleverser votre vie. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là.